Bonjour à tous et je d'accueillir ce matin dans cette matinale organisée par le MEDEF de la Haute-Garonne, matinale qui va être consacrée à un sujet ô combien important puisqu'il s'agit de la fiscalité locale des entreprises et plus particulièrement de la baisse des impôts de production. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Bercy a décidé de baisser de façon significative, on va dire, cet impôt de production pour 2021. Concrètement, cela signifie quoi pour les entreprises toulousaines? Et pour en parler autour de nous, nous allons avoir des invités que je vais vous présenter. Alors, autour de la table, pour répondre à ces questions, nous allons avoir Maître Martine de Vellapassat, qui est avocate associée et directrice département en droit fiscal de l'associé du cabinet FIDroit. Madame Irène Guaziou-Huré, qui est associée et directrice juridique du cabinet Signature. Maître Estelle Michelotti, qui est avocate au barreau de Paris, de Toulouse, et directrice du cabinet PwC, société d'avocats. Maître Annick Amigo, qui est ici, avocate associée du cabinet Cottage et Hazan. Nous avons le plaisir, et vraiment je le remercie vivement, d'accueillir Sacha Briand, qui est adjoint du maire de Toulouse et vice-président de l'agglomération Toulouse Métropole. Et votre serviteur, Christian Karsic, qui est gérant, je suis gérant associé du cabinet Juris et secrétaire du MEDEF. Alors, avant de commencer précisément à répondre aux questions, il est important de revenir sur la définition des impôts de production. Ah, on me signale que Pierre-Olivier qui souhaite prendre la parole, me semble-t-il. Donc, Merci Pierre-Olivier, beaucoup, Christian. président du J'ai des petits MEDEF. problèmes de connexion. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Merci Sacha Briand d'être présence également et d'être toutes. C'est une table très féminine et je suis ravi parce que le MEDEF parfois est un petit peu trop masculin, donc c'est une très bonne nouvelle. Merci de l'organisation de cette matinée. On va essentiellement parler d'impôts de production aussi. Juste deux mots pour vous dire que c'est la première visio qui est organisée, je veux dire une table ronde qui est organisée depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu président du MEDEF 31. Je suis évidemment très heureux de ça. On a pas mal de participantes et de participants, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et il se trouve que c'est sur la fiscalité locale qu'a lieu cette table ronde avec notre expert, notre docteur S fiscalité qui est toi, Christian. Donc tu es la bonne personne au bon endroit comme d'habitude. Et on va parler, je pense, beaucoup de compétitivité, de relance. Il n'y a pas beaucoup de leviers enfin si, il y en a beaucoup d'ailleurs sur le plan fiscal, pour une administration, pour une collectivité territoriale. Pour parler collectivité, la production, les impôts de production, la fiscalité locale et le budget en sont un, l'investissement, l'endettement également. C'est une période très particulière pour nous. Nous, on a besoin, je l'ai écrit hier dans l'édito d'Entreprise Occitanie qui paraîtra dans une semaine, on a besoin de vous, la métropole, pour accompagner les entreprises très très précisément sur le retour du dynamisme, retour de la compétitivité et pour accompagner cette relance. J'ai fait une interview dans Actu Toulouse il y a 10 jours expliquant que je souhaitais tout faire et j'espère qu'on le fera en partenariat main dans la main avec vous, tout faire pour que Toulouse soit la star européenne de la relance. Et ça passe par les meilleures conditions possibles de compétitivité. C'est pas du tout une pression qu'on souhaite mettre. Au contraire, on voudrait travailler main dans la main, trouver les meilleures solutions et arriver vers les meilleures conditions possibles d'attractivité et encore une fois de compétitivité pour les entreprises de l'agglomération toulousaine et du département plus largement. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse parler. Je n'interviendrai pas plus aujourd'hui. Je suis très heureux qu'il y ait eu cette table ronde et à très très bientôt. Je vous souhaite de bons débats. Merci Pierre-Olivier. Alors, juste quand même un point au niveau de l'organisation, vous avez la possibilité, vous qui êtes derrière vos écrans de si bonheur, de nous poser des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que la matinée est quand même courte, hein, puisque on a vertu de terminer notre exercice à 10 heures. Donc, de poser vos questions et nous y répondrons plutôt en fin de séance. Je crois qu'au niveau de l'organisation, ça sera plus facile. Alors, je reviens sur le déroulé. Concernant donc les impôts de production, la question c'est de quoi on parle. Aujourd'hui, vous savez que les entreprises elles sont fiscalisées sur plusieurs assiettes. Il y a la fiscalité directe, hein, celle qui est imposée sur le résultat. Vous avez la fiscalité qui est basée sur la consommation, hein, c'est la taxe ajoutée qu'on retrouve sur les prix de vente, et la fiscalité
de production qui concerne l'ensemble des impôts et taxes qui s'appliquant donc aux facteurs de production, capital, travail et valeur ajoutée. Alors, j'ai repris des chiffres qui sont pas spécialement récents, mais qui sont significatifs sur 2018. La fiscalité directe en France, c'était 26 milliards d'euros. La fiscalité de consommation, donc on retrouve la TVA, c'est l'une des principales recettes pour l'État, c'est 168 milliards d'euros. Et la fiscalité de production, où on retrouve donc la CET, et c'est 72 milliards d'euros en 2018. Voilà pour circonscrire, je dirais, le sujet. 3 catégories d'assiettes, donc chiffre d'affaires, valeur ajoutée et le foncier. Et donc, on retrouve assis sur ces assiettes-là les 3 plus grosses fiscalités, les 3 plus grosses contributions. La contribution sociale de solidarité des sociétés, vous savez, concernant le renflouement des caisses de la sécurité sociale, je crois, c'est vieillesse, la C3S, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et ensuite la CFE. Voilà, 3 assiettes, 3 impôts, cotisations. Un schéma que je souhaitais vraiment vous faire partager parce qu'on va mieux comprendre pourquoi les entreprises françaises subissent cet impôt de production. Ce qu'on a coutume de dire, et c'est encore vrai, je crois, pour le budget 2020, c'est que ces impôts de production représentent 3,2% du PIB, alors que c'est 2 fois moins dans les autres pays de la communauté européenne. Alors, ce tableau, ce graphique, il est très intéressant et je voulais vraiment vous le proposer. Alors, il est un peu ancien puisqu'il doit dater de 2016. Il émane donc de l'OCDE et il permet de comprendre la fiscalité auquel nous sommes assujettis. Vous avez donc en abside les pays et vous avez en bleu ciel, les histogrammes bleu ciel, ce sont les pays où les entreprises sont surtout fiscalisées sur leurs résultats. On appelle ça l'impôt courant. Et vous avez ensuite en bleu foncé et vert les impôts de production et autres impôts de production. Et vous allez constater que les pays nordiques, qui sont souvent aussi des pays qui sont très engagés au niveau de leur budget concernant les collectivités, sont surtout, donc ça vous le voyez à gauche, sont surtout donc des pays qui sont assujettis à l'impôt courant, alors que plus vous allez à droite sur le tableau, et vous voyez que la France figure en pas bonne position pour ma part, complètement à droite, vous voyez la France où en effet cet impôt courant est faible et la majeure partie des impôts qui sont payés par les entreprises françaises sont des impôts de production et autres impôts de production. Vous voyez que l'Allemagne, elle, se situe plutôt en milieu de tableau avec 60% en exposition à l'IS ou IR pour les petites sociétés et le reste, c'est de l'impôt de production. Donc, voilà, c'est ce qui explique le contexte dans lequel nous sommes. Alors, je comprends très très bien la situation et la volonté de législateur. C'est que en faisant comme ça permet de pérenniser les recettes pour les différentes collectivités. Si ce n'est que, on le voit très très bien cette année 2020 avec la pandémie, les entreprises ne sont pas toujours à même de soutenir cette collecte, puisqu'il y a des difficultés économiques et que la première ligne du compte de résultat, du compte d'exploitation est endommagée. Alors, bien sûr, Bruno Le Maire donc a décidé de mettre en place un plan de relance. Ce qui a été voté, proposé, c'est 100 milliards au niveau du plan de relance, 35 milliards concernant la productivité. Et dans ces 35 milliards, 10 milliards sont consacrés à la baisse de l'impôt de production. Alors, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est concrètement, pour vous, entreprises toulousaines, comment ça va se passer? Comment allons pouvoir nous mesurer, je dirais, cette baisse de l'impôt de production. Et c'est tout l'enjeu de cette matinale. Je vous ai présenté nos invités. Je vous propose au niveau du sommaire, on va passer rapidement, mais le but, c'est quand même que vous vous remémorez quelles sont les différentes taxes, contributions auxquelles vous êtes assujettis. Alors des fois, vous déléguez, je dirais, facilement ces éléments-là aux experts comptables, mais c'est important aussi que vous les ayez en tête. Donc, Martine prendra la parole sur la cotisation foncière des entreprises.
Annick prendra la parole sur la taxe foncière et sur les terrains bâtis. La taxe d'aménagement sera traitée par Estelle. En deuxième partie, rapidement, Irène évoquera également les autres contributions et taxes et versements auxquels vous êtes assujettis. Et en troisième partie, je reviendrai sur la contribution qui était ciblée sur le budget de Toulouse Métropole en 2020. Et avec Sacha Briand nous apportera donc des éléments de réponse concernant où on en est au niveau du réalisé de ce budget 2020. Et ce qui nous intéresse également fortement maintenant, c'est le budget 2021 de Toulouse Métropole et quelle sera donc la contribution des entreprises à ce budget. Bien sûr, on n'oubliera pas d'évoquer les difficultés que peuvent connaître aussi les collectivités, et notamment Toulouse Métropole, avec ces incertitudes et puis également ces 2 périodes de confinement qui ont mis à mal les entreprises toulousaines. Les questions-réponses sont bien sûr prévues en fin de séance. Alors, sans plus tarder, parce que je pense que j'ai pris un peu trop de temps par rapport à ce qui était piloté, je laisse la parole à Martine concernant les cotisations foncières des entreprises. Oui, merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la contribution économique territoriale est l'impôt de production par excellence. Cet impôt représente souvent un poste important pour les entreprises. Il est composé en fait de 2 éléments qui sont la CFE, qui est due sur les éléments fonciers, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assise sur la valeur ajoutée dégagée par ces dernières. Alors, ce qu'il convient d'avoir présent à l'esprit, c'est que le poids fiscal que représentent ces 2 contributions ne peut en aucun cas dépasser 3% de la valeur ajoutée des entreprises, et qu'en conséquence, sur demande du contribuable, parce qu'il faut bien aussi avoir présent à l'esprit que le dégrèvement que peut solliciter le contribuable doit être sollicité à sa demande, et pour faire en sorte effectivement que le poids fiscal soit limité à 3% de la valeur ajoutée. Alors, si on s'attarde un petit peu sur ce qu'il convient de comprendre dans la cotisation foncière des entreprises, celle-ci, elle est due par tout contribuable qui exerce une activité professionnelle de façon habituelle. Elle est due dans toutes les communes où il est implanté, que ce soit en qualité de propriétaire des locaux ou de locataire, peu importe en fait la façon dont la propriété est détenue. La CFE est calculée sur une valeur locative avec un grand principe qui distingue les locaux commerciaux et professionnels qui, eux, sont assujettis selon une valeur locative déterminée sur la base d'une grille tarifaire, puisque depuis la révision 2017 des valeurs locatives a été mis en place une grille tarifaire par mètre carré en fonction des catégories de biens et en fonction également de secteurs d'évaluation. Les établissements industriels, pour leur part, sont la valeur locative des établissements industriels est déterminée en fait selon une méthode comptable, donc à partir du prix de revient des biens en cause. Donc on a 2 méthodes pour calculer les valeurs locatives, et ces 2 méthodes aboutissent effectivement à une base de calcul de la CFE. La CFE est également déterminée selon un taux qui est fixé par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Et c'est ce qui va déterminer en fait l'imposition des entreprises. Alors, sur la valeur ajoutée et la contribution, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée, elle est due aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 €. Mais compte tenu de ces règles de calcul, on peut dire que toutes les entreprises qui font moins de 500 000 € ne supportent en réalité aucune fiscalité à ce titre. Elle est fonction, cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle est fonction d'un taux qui est déterminé de façon maximale à 1,5% du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée, sachant que ce taux de 1,5% ne s'appliquera qu'aux sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros.
Pour les autres entreprises, le chiffre sera variable, le taux sera variable entre 0 et 1,5%. Une règle ce taux est donc voté par la collectivité? Alors, non, ce Non taux... National. Non, ce taux, il est national et en fait, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise qui fait la variabilité du taux, on va dire. Donc, la précision peut-être qu'il faut apporter, c'est que ce taux peut être déterminé sur la base d'un chiffre d'affaires consolidé si l'entreprise fait partie en fait, d'un groupe économique. Et la notion de groupe économique, pour faire simple, c'est une société qui serait détenue à plus de 95% par une autre. Donc effectivement, on a le chiffre d'affaires individuel qui est pris en compte, un chiffre d'affaires consolidé qui peut être pris en compte si la société se trouve dans une situation d'appartenance à un groupe économique. Les notions de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée qui seront retenues pour déterminer cette CVAE ont une propre définition, puisque c'est le Code général des impôts qui est amené à les définir et qui permet d'exclure éventuellement certains produits et certaines charges de type particulier. Donc voilà, rapidement brosser la teneur même de la CET, avec ses deux composantes, CFE, CVAE. Aujourd'hui, effectivement, ces impôts ont été visés dans les méthodes de révision et d'abaissement. Donc, en effet, ces contributions devraient baisser. Alors oui, effectivement, comme on a dit, c'est une ligne importante pour les entreprises, la CET. Et aujourd'hui, des mesures ont été prises tant au regard de l'année 2020 que de l'année 2021. Donc pour l'année 2020, un récent communiqué de presse nous a indiqué le 19 novembre qu'un report du paiement du solde de CFE qui est prévu normalement au 15 décembre est possible sur une période de 3 mois. Donc c'est aux entreprises d'en faire la demande. Et là, c'est une volonté en fait d'alléger la trésorerie des entreprises et de leur permettre de faire face à cette contribution. Une autre mesure d'accompagnement est l'anticipation du dégrèvement attendu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, puisqu'en fait, le plafonnement, il est sollicité alors même qu'on doit connaître les chiffres réalisés au titre de l'année 2020. Pour toutes les sociétés qui clôturent au 31 décembre, ces chiffres ne seront connus souvent qu'au mois de mai, mais par anticipation, on peut estimer ce dégrèvement attendu avec une marge d'erreur possible de 20% et l'appliquer d'ores et déjà sur le solde de CFE au 15 décembre. Enfin, troisième mesure qui a pu être votée par certaines communes et certains organismes EPCI, c'est un dégrèvement des 2/3 de la CFE pour en fait, les entreprises qui relèvent des secteurs qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire, qui sont le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, les transports aériens et l'événementiel. Donc, sur vote, sur délibération des communes, un dégrèvement des 2/3 a pu être appliqué à la cotisation de 2020. Et je précise que cette délibération a été adoptée par Toulouse Métropole. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, une mesure importante et qui a une répercussion immédiate, on va dire, pour les entreprises. Pour 2021, c'est le projet de loi de finances là, qui nous informe sur les mesures qui vont être mises en œuvre. Donc, la première mesure est une réduction de 50% de la CVAE pour toutes les entreprises. Donc là, effet significatif pour elles. Une réduction également de 50% de la base de calcul de la CFE, mais cette fois-ci réservée aux établissements industriels, donc non pas les locaux commerciaux. Donc aussi mesure significative. Enfin, une mesure qui va concerner toutes les entreprises, c'est l'abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, ce plafonnement est calculé sur 3 et qu'on va le ramener à 2%. Donc, effet immédiat. Autre mesure qui peut être prise sur délibération, cette fois-ci des communes, c'est une exonération de CFE pendant une période de 3 ans en cas de création ou d'extension d'établissement. La volonté est claire d'inciter les entreprises, effectivement, à s'implanter dans certaines communes en particulier. Donc voilà les dispositions qui ont été, qu'on connaît aujourd'hui et qui ont été adoptées et dont le retentissement pour les entreprises est immédiat sur 2020 et effet sur 2021 assez significatif.
Très très bien. Martine, merci. Je vais laisser la parole, bien sûr, je le dis à nos interlocuteurs, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'avoir cette présentation et donc retrouver toutes les informations que l'on diffuse actuellement. Annick, je te laisse la parole sur la taxe foncière sur les terrains bâtis. Juste une précision, voilà, en termes de timing. On va être un peu bousculé. Allez. Je vais aller très très vite. Alors vous m'avez donné, enfin j'ai choisi, bref, je vais m'occuper de la taxe foncière sur les propriétés donc bâties. C'est très simple de vous rappeler que cette taxe est établie annuellement sur les propriétés bâties, 6 en France, à l'exception de celles qui sont expressément exonérées. Donc, pour vous rappeler que donc, toute entreprise a des constructions fixées au sol et donc c'est une base pour la taxe foncière. Je passe à l'autre slide directement, compte tenu de la rapidité. Et vous aurez ça donc quand vous le souhaiterez. Vous avez tous les détails et je vais aller très vite. On a donc des bâtiments qui sont imposables et d'autres qui sont exonérés. Pour la petite histoire, les propriétés publiques sont donc exonérées, ainsi que certains locaux appartenant à des États étrangers. Ça m'amuse toujours de le dire. Dans l'autre slide, vous verrez quelque chose de plus du sujet qui concerne ce que vient de rappeler Martine, parce que la base imposable en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, pardon, c'est ma chaise qui bouge et qui fait du bruit, c'est la valeur locative cadastrale. On l'a rappelé tout à l'heure, et donc il y a un abattement de 50%, ou donc divisé par 2 si on le souhaite. C'est assez difficile pour un contribuable de savoir exactement comment est calculée sa taxe foncière. Et c'est pour ça qu'en qualité de professionnel, je vous dirais qu'il faut bien le regarder parce que ce n'est pas forcément exact. Et donc, vous avez sur ce slide rappelé les bases que vient aussi de rappeler Martine. Donc, pour les locaux professionnels, c'est quoi ? Que sont les locaux professionnels ? Ce sont des locaux qui ne sont pas des taxes d'habitation, qui ne sont pas des locaux d'habitation et qui ne sont pas des établissements industriels. Donc, en fait, ce sont des entreprises soit artisanales, soit commerciales, mais de petite taille. Et ensuite, au niveau des bâtiments industriels, ce sont donc des entreprises plus importantes qui ont des installations et des matériels et outillages qui sont supérieurs à 500 KE, sachant qu'à ce moment-là, c'est la valeur comptable qui sert de base à la taxe foncière. C'est assez, justement, c'était assez pénalisant en ce qui concerne les entreprises et les bâtiments industriels, ou les établissements industriels, puisqu'en fait, on les taxait encore plus en matière de taxe foncière sur en fait leurs outils professionnels. Et ça, les entreprises le supportaient assez mal. Donc, on prenait pour ces bases-là les bâtiments et les terrains, mais aussi donc, les moyens techniques. Et ça pouvait faire très très mal pour des entreprises qui avaient donc justement du matériel. Je vous avais marqué on faisait comment ? On prenait 8% pour les terrains et les sols et 12% pour les constructions et installations. Donc, tout ça est compliqué et c'est pour ça que je vous invite à regarder bien vos taxes foncières et éventuellement à pouvoir aller consulter au niveau du centre des impôts les fiches de calcul qui ont servi à faire justement ces bases cadastrales, parce qu'on s'apercevra parfois que c'est trop important et que l'administration s'est trompée. Faites-y attention parce que ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Dans quel cas doit-on faire des déclarations particulières en matière d'impôts fonciers ? Théoriquement, donc, il n'y a pas de déclaration à faire tout au long des années, mais par contre, vous en avez à faire lors de constructions nouvelles. J'attirerai tout à fait votre attention parce qu'on peut oublier de faire une déclaration qui est très importante dans les 90 jours de l'achèvement d'un bâtiment, parce que vous avez une exonération de taxes foncières pendant 2 ans et que si malheureusement vous oubliez cette déclaration, vous allez payer et à ce moment-là, l'administration sera intransigeante. On oublie la déclaration et vous êtes obligé de payer. Donc, c'est injuste, mais il faut penser à la faire dans les 90 jours de l'achèvement. C'est quoi l'achèvement ? C'est généralement un certificat d'architecte qui dit que le bâtiment est terminé. Et à partir du 1er janvier suivant cette déclaration, vous avez une exonération de 2 ans. Donc, ne l'oubliez pas, c'est très important. On a parlé beaucoup de la taxe foncière et notamment, on vient de vous dire qu'éventuellement, nous allons bénéficier d'une réduction que nous attendons. Mais pour l'instant, la taxe foncière a bondi en 10 ans de 31%. Donc, c'est un document qui a été sorti par l'UNPI, qui est très intéressant. Et on peut constater, y compris à Toulouse, une hausse. Nous avons tous constaté. Concernant Toulouse est sur le département d'Haute-Garonne. Oui. Le taux dont vous parlez, son évolution tiennent à la fois au bloc communal et aussi au bloc départemental.
Merci, Monsieur Briand, de nous apporter toutes ces précisions. Sur le plan du contribuable, nous avons bien évidemment constaté une augmentation. Par le passé, on constatait aussi des augmentations qui étaient des forfaits qui se succédaient et on comparait d'une année sur l'autre. Évidemment, depuis quelques années, on est en train de on ne peut pas comparer, on attend que le taux tombe quand ça tombe. Le plan de relance, donc 2021, on vient d'en parler. Et en ce qui concerne la taxe foncière, nous attendons, puisque nous ne savons pas comment seront répartis les 1,750 milliards donc pour cette fameuse taxe foncière. Donc nous ne le savons pas. Donc je persisterai à vous dire de contrôler vos taxes foncières et éventuellement de regarder ce que donnent les commissions départementales, les valeurs locatives des locaux professionnels pour bien vérifier si justement vous appliquez le bon taux ainsi que la catégorie d'établissement. Merci à vous. Merci Annick. Donc ce qu'on retient, c'est que la taxe foncière des propriétés bâties rentrera également dans le giron de la baisse des impôts de production. Dernier point ou impôt qui rentre également dans ce giron-là, ça concerne la taxe d'aménagement. Et je laisse la parole à Estelle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc la taxe d'aménagement qui fait partie de ce panel des taxes locales qu'on a voulu vous présenter rapidement. Alors, qu'est-ce que la taxe d'aménagement ? C'est sous ce nom qu'on connaît désormais l'ancienne taxe locale d'équipement et on l'appelle ainsi depuis mars 2012. À quoi sert cette taxe ? Elle est perçue par les collectivités locales, donc communes, départements et régions Île-de-France, et elle a pour objectif le financement de l'ensemble des politiques urbaines et de protection des espaces qui incombent aux communes, aux EPCI et à la région. Quand est-ce qu'elle s'applique, cette taxe ? Elle s'applique pour tout particulier et pour tout professionnel qui entreprend dans un bâtiment ou sur une propriété des travaux qui sont soumis à une autorisation d'urbanisme. Donc, elle va s'appliquer à toute construction, reconstruction, agrandissement de bâtiments et à des aménagements de toute nature qui vont nécessiter ou un permis de construire ou une déclaration préalable. Est-ce qu'il y a des exonérations ? Oui, il y en a. Elles sont nombreuses. On peut notamment citer les constructions et aménagements destinés à un service public où il peut y avoir une exonération de droits des parts communales, départementales et de région, et également certaines possibilités pour les collectivités de renoncer à tout ou partie de la taxe d'aménagement dans le cadre de construction ou d'aménagement de locaux à usage industriel. Comment est calculée cette taxe ? Donc, on a une formule de calcul qui contient 3 composantes. On a une surface taxable qui correspond en fait à la surface intérieure des constructions en question. On a une base d'imposition qui est désormais simplifiée par rapport à ce qu'on connaissait avec la TLE, puisqu'on a une valeur forfaitaire au mètre carré, qui est en province pour 2020 de 759 € par mètre carré. Mais parfois, on a une assiette qui va être déconnectée des mètres carrés avec une assiette forfaitaire, ce qui est le cas par exemple des emplacements de stationnement pour lesquels on a une assiette qui est fixée forfaitairement à 2 000 € par emplacement. Et ce montant peut être majoré sur décision des collectivités jusqu'à 5 000 € par emplacement. Avec le taux majoré. Alors, on y vient après, effectivement. Voilà, on y vient après parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait donc, le calcul surface taxable fois valeur forfaitaire, on multiplie par un taux. Et ce taux, il est voté par chaque collectivité. On a 3 composantes pour ce taux. On a effectivement un taux communal qui est entre 1 et 5 % et qui peut aller jusqu'à 20 % sur décision des collectivités. On va y revenir juste après. On a le taux du département qui est plafonné à 2,5 % et pour l'Île-de-France, on a un taux de région à 1 %. Plafonné à 1 %. Alors effectivement, qu'en est-il sur Toulouse Métropole ? On a un taux départemental de 1,3 % qui a été voté par le Conseil général de la Haute-Garonne. Et effectivement, sur Toulouse Métropole, on a une délibération du 9 novembre 2017 par laquelle le Conseil de la métropole de Toulouse a institué effectivement une taxe majorée, un taux majoré sur la commune de Blagnac applicable à partir de 2018 qui va jusqu'à 20 % sur le secteur aéronautique et aéroportuaire. Alors c'est vrai que du coup on a une espèce de sensation de millefeuille un peu d'imposition et la taxe d'aménagement. Pourquoi on a cette sensation ? Parce qu'en fait, on va rejoindre ce qui a été exposé juste avant, c'est que la taxe d'aménagement, elle vient majorer le prix de revient des immobilisations. On le rajoute au prix de revient. Or, comme on l'a vu tout à l'heure avec Martine et Annick, pour les établissements industriels, c'est ce prix de revient qui constitue l'assiette de la valeur de référence pour la valeur locative qui sert de base et pour la CFE et pour la taxe foncière. Donc, on majore d'autant plus la base d'imposition. Majoration qui est aussi éventuellement accentuée par exemple sur Toulouse, on a effectivement aussi 5 000 € pour les emplacements de stationnement. Donc, on cumule un petit peu les coûts d'imposition. Je m'adresse à Sacha Briand. C'est vrai que c'est quand même un frein à l'investissement.
Alors, s'agissant de la valeur de base des emplacements de stationnement, c'est une décision très ancienne sur laquelle nous avons une réflexion de manière régulière. À l'époque, cette valeur a été retenue pour les emplacements de stationnement en surface. L'objectif étant d'inciter à la création non pas de grands plateaux de stationnement extérieurs, mais à des constructions bâties. Et lorsque c'est bâti, c'est la valeur de 2 000 € qui s'applique. Donc c'était une incitation. Moi, je ne me prononce pas sur la pertinence de ça, ça relève d'un très ancien mandat, mais il y a une réflexion à avoir là-dessus. S'agissant des taux de taxes d'aménagement majorés, vous avez évoqué celle instituée sur la commune de Blagnac. En vérité, ce sont des taxes d'aménagement qui sont instituées secteur par secteur. Ce n'est pas une décision globale sur tout le territoire. Et ça se fait en concertation avec les communes, notamment lorsque les communes, en raison du développement urbain, ont des besoins d'équipements publics communaux, des écoles, etc. Eh bien, la taxe d'aménagement est mise en place pour contribuer notamment à la fraction de l'investissement correspondant à ce développement économique et démographique, et par ailleurs à l'aménagement des voiries. Sur le secteur aéroportuaire, je comprends la remarque que vous faites, mais il ne faut pas oublier tous les investissements qui ont été réalisés sur le fil d'Ariane, précisément par Toulouse Métropole, pour faciliter les accès aux sites aéroportuaires et aux sites économiques, et qui se chiffrent à plus de 10 millions d'euros, rien que sur ce secteur, sans compter ce qui a été fait sur le secteur de la Fontaine Lumineuse à Colomiers. Donc c'est la mise en relation des dépenses qui sont nécessaires avec des territoires spécifiques qui génèrent effectivement des besoins importants d'investissement. Cela signifie qu'on devrait devoir cette majoration baisser puisque les infrastructures maintenant ont été réalisées. Il ne vous échappera pas qu'une taxe d'aménagement majorée a une durée de vie. C'est prévu dans la délibération, elle est instaurée pour une durée, pour un temps, avec un programme prévisionnel d'investissement. Et c'est la durée est déterminée en fonction du produit attendu. Ce n'est pas parce que les investissements sont réalisés qu'ils sont payés, puisque nous empruntons et nous remboursons. Et donc, c'est lorsque le produit estimé nécessaire a été perçu que la taxe d'aménagement majorée cesse. Mais la taxe d'aménagement majorée n'a pas une vocation perpétuelle. Fort bien. Alors, concernant cette taxe d'aménagement, qu'est-ce qui va se passer pour 2021 ? En fait, indirectement, on va bénéficier, comme l'assiette est liée, comme la taxe d'aménagement rentre dans le prix de revient et la valeur locative des taxes qu'ont présenté Martine et Annick, indirectement, on va avoir un effet de baisse, mais de par les mécaniques qui viennent d'être présentées, pas spécifiquement liées à une disposition spécifique sur la taxe d'aménagement. Donc, quand même une baisse attendue globale. D'accord, donc on verra à ce qu'on puisse le mesurer. Merci Estelle. Alors, on voulait vous parler donc de ces 3 principaux impôts de production, mais vous savez que vous n'êtes pas assujetti qu'à ces contributions ou taxes. Et on souhaitait également vous rappeler à bonne votre mémoire, des différents autres taxes, contributions, versements auxquels vous êtes assujetti. Et là, je laisse la parole à Irène. Merci Christian. Donc, je vais essayer d'être très rapide moi aussi. Je vais vous présenter très rapidement 5 taxes ou contributions auxquelles sont assujetties les entreprises. Et l'ensemble ne constitue pas la liste exhaustive des impôts de production. On a fait un choix, en fait. On a conservé que les taxes dont le produit bénéficie aux collectivités locales. Voilà pourquoi, par exemple, on a exclu la C3S de notre liste de présentation. Donc, très rapidement, nous allons parler un petit peu du versement mobilité, qui est une contribution destinée à financer les transports collectifs au niveau local. Donc, cette contribution est due par les employeurs dès lors qu'ils emploient plus de 11 salariés et elle est assise sur les revenus d'activité. Peu ou prou, son assiette est la même que les cotisations d'assurance maladie. Peu ou prou parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et, notamment, un salarié qui serait en dispense totale de travail n'est pas... sa rémunération n'est pas source de versement mobilité. Et de la même façon, ce qui compense en fait l'activité partielle n'est pas non plus dans l'assiette du versement mobilité. C'est une réponse de l'URSSAF qui indique qu'en effet, le chômage partiel n'est pas pris en compte. Absolument, puisque ce n'est pas de la rémunération, c'est une indemnité, et donc ça ne donne pas lieu au versement du versement mobilité. Donc le taux est variable entre 0,5 et 2%.
Sur Toulouse, le taux est de 2%. Rapidement également, la taxe sur les surfaces commerciales, donc qui est liée aux surfaces de vente et surfaces de circulation des magasins de vente au détail. Dès lors qu'ils dépassent 400 mètres carrés, là encore, cette taxe est perçue au profit des collectivités. Son taux n'est pas fixé par la collectivité, mais celle-ci peut appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Sur Toulouse Métropole, le coefficient multiplicateur qui a été adopté est de 1,2. Une autre taxe, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui, elle, a un produit assez conséquent pour les collectivités, notamment pour Toulouse Métropole. C'est une recette très importante. Donc, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut être instituée sur décision des communes qui assurent la collecte des déchets ménagers. Il faut la distinguer de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. En fiscalité, on distingue la taxe de la redevance. La redevance, elle est liée à un service, à la production d'une activité au bénéfice du redevable, ce qui n'est pas le cas d'une taxe. Donc, on peut très bien... La taxe n'a pas de contrepartie. Exactement, contrairement à la redevance. Donc, notre collectivité a fait le choix d'une taxe, non d'une redevance. Elle pourrait tout de même avoir un aspect incitatif lié à la nature et au volume des déchets. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. À noter que s'y ajoutent des frais de gestion de la fiscalité locale prélevés par l'État, sont égaux à 8% de la taxe. Voilà, et sur toutes les communes de Toulouse Métropole, on a différents taux qui vont de 6,5% à 15,5%. Et je vous ai relevé qu'à Toulouse, le taux est de 8,5%. Une autre taxe, la taxe foncière sur les terrains non bâtis. Donc, bien sûr, c'est l'alternative à la taxe sur les propriétés bâties. Donc, bon, on ne va pas développer énormément. C'est dû par les propriétaires de terrains agricoles, sachant que pour les jeunes agriculteurs, il y a des allègements de taxes, terrains de golf, étangs, carrières et mines dès lors qu'elles sont inexploitées, sinon elles donnent lieu à d'autres impositions. Hors exception, et là, comme pour les propriétés bâties, bien sûr, les terrains publics sont exonérés. Là encore, une taxe au profit des EPCI qui en fixe le taux. Je vous ai relevé le taux, 71,30 pour Toulouse et 33,75 pour Toulouse Métropole, soit un total de 105,5. S'y ajoute une taxe additionnelle, mais le taux de celle-ci n'est pas à la main de la collectivité. Et puis, beaucoup plus anecdotique, en tout cas en termes de volume, l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, qui donc est due par les entreprises qui œuvrent dans les secteurs de l'énergie, du transport ferroviaire, des télécommunications. Elle est également au profit des EPCI, mais ce n'est pas l'EPCI qui fixe les taux. Ces taux sont très complexes et variables. En fait, ils sont liés à la nature de l'activité ou du réseau. Donc, ça peut être fonction, par exemple, de la puissance en matière d'énergie. Voilà. J'espère que j'étais rapide. Oui, merci Irène. J'aimerais juste revenir sur le versement de transport. On ne dit plus le versement transport puisque c'est le versement mobilité. Alors concrètement, on voit que Toulouse Métropole a fait le choix d'être au taux le plus élevé. Mais ma question, c'est avec ce qui se passe là au niveau sanitaire et le travail, le fait que les salariés ont été pris en charge par l'État. Comment ça se passe au niveau du budget, puisque aujourd'hui les entreprises elles cotisent à hauteur de combien concernant par exemple le budget TICO? Le versement mobilité, c'est grosso modo 245 millions d'euros sur l'exercice en cours, sous réserve de ce qui sera effectivement constaté, puisque comme vous l'avez indiqué, le chômage partiel n'étant pas assujetti au versement mobilité, on anticipe une baisse de ce versement mobilité sur exercice qui probablement sera de l'ordre de 30 millions d'euros au moins.
Si le taux est de 2%, c'est tout simplement parce qu'il y a une politique de développement des transports en commun extrêmement volontariste et que nous avons par exemple 2 lignes de métro. C'est sûr que quand on a uniquement des bus, on n'a pas les taux. Et si on regarde au niveau national, les collectivités qui ont le taux le plus élevé, notamment le taux plafond, c'est celles qui ont investi dans les systèmes lourds d'infrastructures de transport. Je rappelle également, parce que ça aussi, ça explique un choix d'aménagement et de développement, que le choix du système métro est fondé sur le rapport coût-avantage. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le budget de Tisséo, on a 2/3 de la fréquentation sur les 2 lignes de métro, 1/3 sur le réseau de bus, et sur le déficit d'exploitation, il est généré à 2/3 par le réseau de bus. Donc il y a une stratégie de coût de développement et de coût d'exploitation sur le réseau qui a été fait sur le système lourd parce qu'en termes d'exploitation, il est moins onéreux. Donc vous voyez que de temps en temps, il nous arrive de réfléchir pour essayer de trouver des solutions qui soient respectueuses des deniers publics. Alors après, évidemment, le versement transport, c'est une interrogation pour nous. C'est une interrogation pour nous parce que si nous avons une baisse conjoncturelle de 30 millions d'euros, ce n'est pas très problématique parce qu'on est sur des plans à 10 ans. Si la baisse est structurelle, ça va poser un certain nombre de difficultés pour la soutenabilité du modèle financier que nous avons. On discute au niveau du GART, le groupement des autorités, avec le gouvernement, puisque le gouvernement a annoncé une mesure de soutien au STIF, le réseau d'Île-de-France, qui ne semble pas encore avoir dépassé le périphérique. Donc on imagine que le gouvernement va se rappeler que la France se poursuit au-delà du périphérique et qu'il faut aussi que les mesures adoptées au bénéfice du STIF soient étendues au bénéfice des autres autorités organisatrices pour pouvoir poursuivre. Et c'est notre objectif, tout le programme ambitieux et notamment la construction de la 3e ligne de métro. Alors je reviens sur ma question. Les entreprises financent le budget de Tisséo à quelle hauteur ? C'est un financement essentiellement lié effectivement aux ressources des entreprises, puisque on a 245 millions de versements mobilité et après vous avez à peu près une centaine de millions de recettes tarifaires. Et sur les recettes tarifaires, vous allez retrouver aussi la contribution indirecte des entreprises sur les abonnements domicile-travail. Donc, je n'ai pas sur les recettes tarifaires la décomposition, mais on peut imaginer qu'il y a 25 millions de cotisations, enfin de participation des entreprises, peut-être un peu moins quand même. 20 millions de participation des entreprises sur les abonnements domicile-travail qui s'ajoutent. Donc, c'est un financement essentiellement, je dirais probablement au moins aux 3/4 sur la masse salariale. Très bien, merci. Alors, nous allons poursuivre sur la troisième, je regarde l'heure, c'est bon, la troisième partie, donc sur la baisse des impôts de production et concrètement, comment on va la mesurer. Alors, je reviens sur le budget primitif. Alors, on va rentrer dans les chiffres, mais je pense que c'est nécessaire quand même de s'approprier en qualité de chef d'entreprise et c'est de s'approprier à quelle hauteur on contribue au budget de la collectivité, et notamment Toulouse Métropole. Donc là, sur 2020, j'ai repris donc sur votre site de Toulouse Métropole le budget primitif, c'est-à-dire que là, on retrouve les recettes fiscales. Donc d'un côté, vous avez sur les recettes, vous avez donc la recette fiscale des entreprises, donc avec une augmentation bien sûr je dis bien sûr, on nous y habitue, mais il faudrait peut-être ne pas être habitué à ce genre de progression, mais on passe de 294 millions d'euros à 303 millions d'euros pour les entreprises. C'est l'effet base, c'est pas l'effet taux. Oui, tout à fait. Et la fiscalité des ménages, on était sur un piloté de 254 millions d'euros pour l'exercice 2020. Pour la bonne compréhension, l'honnêteté m'oblige à vous indiquer que dans ce qui est qualifié de fiscalité ménage, il y a la part du foncier bâti, qui est faible au niveau Toulouse Métropole au demeurant en l'état, et dont, grosso modo, 40% vient des entreprises. Mais c'est très compliqué de le déconnecter, de le calculer. Donc, par simplification, la fiscalité ménage recouvre la taxe d'habitation, qui est l'essentiel. Je voulais décortiquer. La CFE. La taxe foncière. Voilà, je l'ai décortiqué plus précisément. On voit comment est décortiquée notamment la participation des entreprises, puisque la cotisation foncière des entreprises, c'est vous le voyez sur la colonne de 2020, c'est 191 millions d'euros.
La cotisation valeur ajoutée, donc c'est 100 millions d'euros. Et après, bon, on ne va pas les égrener. Il y a toutes les taxes et contributions qu'on a pu évoquer. Alors, il y a quand même un sujet que j'aimerais quand même aborder avec vous, et on l'avait abordé lors des municipales, c'est qu'au niveau de la contribution des ménages, et vous le voyez donc dans le point 2, fiscalité des ménages, on voit bien sûr que la principale contribution des ménages à ce budget provient de la taxe d'habitation pour pratiquement 180 millions d'euros. Vous savez qu'en 2023, la taxe d'habitation ne sera normalement plus payée. Il y a des dégrèvements significatifs actuellement, selon vos revenus, selon les ménages. Ça va bien se passer pour vous, là, les 180 millions d'euros ? Alors, la première partie de la réforme a déjà été mise en œuvre, hein, puisque vous avez une fraction 2/3 des ménages à peu près qui sont exonérés de la taxe d'habitation. Ça ne se voit pas dans les chiffres, tout simplement parce que l'État calcule la taxe d'habitation et il ne la fait plus payer aux ménages qui ne doivent plus la payer en fonction des seuils, etc. Mais il nous en verse le produit au terme d'un dégrèvement. Et donc, effectivement, en 2023, cette part va être supprimée. Il y a une réforme fiscale qui est adossée à cette suppression de la taxe d'habitation, qui fait que le bloc communal va récupérer la part départementale du foncier bâti, celle qui est perçue par le conseil général, le conseil départemental, et va récupérer aussi une fraction de CVAE. Donc, toutes les réformes fiscales qui sont faites par l'État se font après avec une modification des ressources, mais normalement à produit constant pour les collectivités, pour une raison très simple, même si je sais votre appétence pour la stratégie de baisse des dépenses publiques, pour une raison très simple, c'est que si du jour au lendemain, on nous supprime 179 millions dans le budget, on va avoir quelques difficultés à payer nos dépenses obligatoires en vertu de la loi. Puisque je rappelle que pratiquement 80%, enfin non, sur 12 métropoles, on doit être plutôt à 90% des dépenses qui sont dans notre budget sont des dépenses obligatoires en application de la loi. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est la loi qui prévoit que l'attribution de compensation qu'on verse aux communes, c'est 300 millions, elle est obligatoire en vertu de la loi, que les remboursements des emprunts, c'est obligatoire en vertu de la loi, que la masse salariale, c'est obligatoire en vertu de la loi. Et donc, si demain nous décidions, pour des raisons XY, de supprimer bêtement, hein, sans se poser de questions sur l'utilité, les dépenses que nous pouvons supprimer, on aurait à peu près 10% des dépenses et du coup, on ne pourrait plus acheter de papier. On ne pourrait plus acheter de tonnerre. Ça, ce ne sont pas des dépenses obligatoires en vertu de la loi. Et donc la compensation, elle sera, c'est la TVA qu'on va vous redonner, c'est ça ? Alors, c'était initialement une fraction de la CVAE. Donc là, avec la deuxième impact cascade, mais vous savez, l'État a cette faculté de changer de stratégie en moins de 15 jours. Donc moi, j'attends que la loi de finances soit votée, que l'ensemble des textes soient adoptés pour savoir précisément ce dont il va venir. Normalement, c'est une fraction de la CVAE qui doit revenir, puisque c'est la région qui va bénéficier d'une fraction de TVA. Il n'est pas exclu qu'on ait au niveau de 12 métropoles une fraction de TVA. Mais globalement, c'est une compensation à l'euro de ce qui existe au moment où c'est fait, naturellement. Hein. En dynamique, ça a des effets qui peuvent être très différents. Je comprends. Encore faut-il que la consommation se maintienne. Alors, il y a des mécanismes. La TVA se maintienne aussi. Oui, mais il y a des mécanismes dans la fraction de TVA que l'État alloue aux collectivités. Il y a des mécanismes de garantie qui existent. Parce que la fluctuation, je rappelle quand même quelque chose d'essentiel, et ça explique pourquoi l'État peut agir d'une manière très différente des collectivités lorsqu'il y a des périodes de crise, etc. Effectivement, la TVA, c'est une recette qui peut être excessivement fluctuante. Notre structure budgétaire, puisque nous sommes soumis à l'équilibre budgétaire, hein, pas l'État, ne nous permet pas d'assumer des variations d'une année sur l'autre, notamment à la baisse. L'État, lui, si demain il n'a plus de TVA, c'est pas grave, hein, il emprunte 200 milliards de plus, qu'il ne rembourse pas, puisque l'État n'amortit pas ses prêts. Hein. L'État ne rembourse depuis 10 ans pas 1 euro de capital. Et aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt, notamment de l'appétence qu'ont les fonds internationaux sur les obligations d'État, l'État a souvent, on en a parlé, hein, des taux négatifs ou des taux nuls ou très faibles. Donc l'État ne paye quasiment rien en frais financiers. Donc aujourd'hui, on constitue un stock et toutes les décisions qui ont été prises sont financées par l'augmentation de la dette publique qu'on ne rembourse ni en intérêt ni en capital. Alors c'est sûr que quand on fait ça, c'est pas très compliqué de prendre un certain nombre de décisions. Nous, quand nous prenons des décisions de baisse de recettes ou d'augmentation de dépenses, comme nous l'avons fait en 2020, pour assurer un plan de soutien, exonérer les terrasses, exonérer des loyers dans un certain nombre de cas, faire développer des aides, déployer un certain nombre de services au bénéfice des habitants et des entreprises, nous le payons. Nous le payons tout de suite dans le budget. Et lorsqu'il s'agit d'investissement, dès l'année suivante, nous commençons à amortir les emprunts et à rembourser les frais financiers. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas le renvoyer à dans 10 ans. On ne peut pas le renvoyer à dans 50 ans.
on doit le payer immédiatement. Et ça explique qu'on ne peut pas faire non plus tout ce qui peut être fait par l'État. Merci pour ces explications. Concernant un bench, on va faire très rapidement, mais concernant les taux qui sont pratiqués, ce qui nous intéresse, c'est que Toulouse Métropole, que Toulouse soit une ville, quatrième ville de France, mais l'objectif également, c'est qu'elle continue à croître et à rayonner. Et donc, on se compare avec d'autres métropoles concernant, je dirais, les principaux taux fiscaux qui nous sont imposés. Et donc là, ce que j'ai pu faire donc une recherche et donc et faire un tri sur mon tableau. Et vous voyez que donc à droite il y a les taux qui sont votés par les différentes entités. Et c'était déjà le cas sur la dernière mandature et a priori, alors vous nous le direz, je ne sais pas si le taux a été déjà voté pour 2020, mais Toulouse, on se retrouve avec le taux concernant la taxe des cotisations foncières à 36,58, qui est l'un des taux, voire le taux, qui est le taux le plus élevé de toutes les métropoles, alors qu'à concurrence, on a un Lyon à 28,62, ou Nice à 28,88 et plus proche de notre région, Bordeaux, qui est à 35,06. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, pour bien comprendre la logique de ce taux, il faut revenir au taux précédent qui était celui du taux de TP en 2009, parce qu'il y a eu une réforme. En 2009, le taux de Toulouse Métropole, de la structure qui existait à l'époque, était de 20%. Alors, on ne va pas le voir là à l'écran, mais ce n'est pas grave, mais on était dans la moyenne basse des EPCI, 20%. La réforme et le remplacement de la taxe professionnelle, qui était un ensemble de bases assujetties avec un produit in fine et qui déterminait ce taux de 20%, s'est traduit par une modification de la composition des bases qui ne sont pas les mêmes entre les métropoles. Il y a des métropoles où il y a beaucoup de bases industrielles et d'autres où il y a beaucoup de bases tertiaires. Et donc, dans cette réforme, au produit égal, le même produit a eu pour conséquence, compte tenu de la réforme des bases d'assujettissement et de composition de cet impôt qu'est la CFE, de nous amener à un taux de 32%, et donc dans la moyenne haute à l'époque. Pour prendre un exemple, puisque vous avez cité Lyon, avant la réforme, nous étions à 0,05 points en dessous de Lyon. Du seul fait de la réforme, nous avions 5 points d'écart avec Lyon, sans 1 euro d'imposition supplémentaire, mais simplement parce qu'à Lyon, le tissu industriel, le tissu des contribuables économiques n'est pas composé de la même manière et que les règles de la CFE ne sont pas les mêmes que celles de l'ATP et que par voie de conséquence, pour avoir le même produit, il a fallu facialement afficher un taux supplémentaire. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que le taux de la CFE est un taux qui est construit en divisant le produit attendu par les bases qui découlaient des nouvelles règles applicables. Je vais prendre un exemple. Si un verre de coca rapporte 10 € et qu'un verre de jus d'orange rapporte 5 €, et si on vous dit demain, il n'y a plus de jus d'orange, vous n'avez plus que le coca, eh bien, pour faire le même chiffre d'affaires, vous avez baissé de moitié le taux que vous appliquez. C'est ce qui s'est passé. Et donc, on a aujourd'hui facialement un taux qui est devenu le plus élevé de France, parce que dans la réforme, les composantes assujetties dans notre territoire sont surreprésentées par rapport aux autres métropoles qui sont essentiellement des structures tertiaires. Et c'est le poids de l'industrie aéronautique, notamment de l'industrie, dans la composition territoriale, qui a fait, puisque cette réforme avait pour conséquence de baisser les valeurs d'imposition sur l'industrie, eh bien, c'est le taux qui a augmenté, puisque vous le savez, un impôt, c'est une base, un taux, un produit. C'est une règle de 3. Eh bien, quand on modifie en l'occurrence les bases assujetties, que le produit ne change pas, puisque les réformes se font à produit constant, c'est le taux qui évolue. C'est aussi simple que ça. Donc si aujourd'hui, c'est vrai, facialement, on a l'un des taux les plus élevés en France. Et par rapport à la réforme, si nous revenions à l'ATP, eh bien, nous redescendrions automatiquement dans la moyenne des agglomérations. Voilà. Si ce n'est que l'entrepreneur, il
en mesure quand même de répondre que on va prendre sa base, on va multiplier par ce taux, même si en effet historiquement on comprend son historique à ce taux, et il va être assujetti plus que dans une autre. Non, la question derrière, c'est aussi voilà, c'est l'attractivité fiscale de notre ville. Parce que votre raisonnement, il est global. Donc, on a bien compris effectivement que le taux affiché ne vous amène pas à plus, on va dire, de recettes que ce que vous auriez eu avec une taxe professionnelle globalement. Mais c'est vrai que pour les entrepreneurs, individuellement, la chose est un peu approchée de façon différente. Ce qui est certain, c'est que deux entreprises prises individuellement, l'une à Toulouse, l'autre dans une autre agglomération, qui a le même chiffre d'affaires, la même activité, les mêmes caractéristiques, va se trouver avoir des évolutions, des impositions différentes. Je rappelle quand même, mis à part pour les entreprises du secteur industriel, hein, je pense à tout le tertiaire. Nous sommes autour de cette table, une flopée insultante d'avocats. Si on prend l'activité des avocats, souvenez-vous du montant de la taxe professionnelle à l'époque. Et souvenez-vous du montant de la CFE aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Et cette réforme a été extrêmement bénéfique. Donc moi, je ne suis pas législateur, puisque vous le savez, toutes ces règles sont fixées par la loi. Mais la volonté, ça a été de réduire à l'époque le caractère d'impôt de production de la taxe professionnelle, suppression de la part salaire, suppression de la part amortissement, pour la remplacer par quelque chose qui était plus cohérente au regard, cohérente à prendre avec des pincettes, hein, au regard de la capacité fiscale. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas législateur. Chaque évolution a des avantages et des inconvénients. Mais je pense, et j'invite ceux qui pensent que leur CFE est élevé, à regarder ce qu'ils payaient avant sous le régime de la taxe professionnelle. Et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont quand même bénéficié d'une baisse significative. Pardon, juste un petit commentaire aussi. Votre raisonnement est parfaitement logique, mais il repose sur un axiome qui est à produit constant. Le fait que le produit soit constant, c'est une décision. On voit que l'État envisage, lui, de faire baisser les impôts de production. Donc, on peut aussi imaginer que le produit ne soit pas constant. L'État fait baisser les impôts de production des collectivités. Pas les siens, puisqu'il n'y en a plus. Donc l'État, derrière, ça c'est la Constitution qui le prévoit, puisque je rappelle qu'on est dans un État de droit, donc c'est le principe constitutionnel qui fait que la modification d'un régime fiscal décidé par l'État doit se faire en garantissant l'autonomie fiscale des collectivités locales. L'autonomie fiscale qui devient de plus en plus limitée, puisque aujourd'hui, la CVAE, on l'a dit, c'est un taux national, ce sont des règles nationales, on ne fait qu'encaisser un produit dont on ne décide plus rien. L'IFER, c'est la même chose, etc. La TASCOM, c'est la même chose, etc. etc. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de l'État, et moi ça ne me gêne pas. Moi je suis très respectueux de la démocratie et du principe républicain. Je ne suis pas toujours content de ce que décide l'État, mais je le respecte. Si demain l'État nous dit vous n'avez plus de recettes fiscales, vous avez un produit constant qui vous est alloué, vous vous débrouillez avec ça, moi j'ai aucun problème pour m'organiser par rapport à ça. Dans le même temps, il ne faut pas que l'État nous transfère d'année en année des compétences sans nous donner les moyens. La GEMAPI, parce qu'il y a un préfet qui s'est fait condamner au pénal, du coup l'État débarque la compétence GEMAPI il y a 5 ans. Les obligations en matière scolaire, où il nous dit du jour au lendemain, dans les ZEP, il ne faut plus des classes de 20, il faut des classes de 10. Et donc, débrouillez-vous avec des bâtiments scolaires qui existent pour créer 2 fois plus de classes, etc., etc. Donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que mais les entreprises le savent, parce qu'elles sont aussi, elles, assujetties à ces décisions qui tombent du jour au lendemain, qu'on ne voit pas venir, et où l'État, qui est incapable d'organiser le télétravail chez ses agents, vous dit le lundi, mercredi matin, vos agents doivent travailler chez vous en télétravail. Donc, je suis un peu agacé, vous le voyez bien, mais nous subissons, nous aussi, ces décisions qui tombent du haut du ciel et qui ne tiennent pas de compte de la réalité. Et nous assumons, parce que nous sommes en proximité avec le terrain, avec les habitants, avec les entreprises, les conséquences de ces décisions, mais je peux vous garantir que chaque fois que nous avons la nécessité de mettre en œuvre une action, nous essayons de le faire dans les meilleures conditions économiques. Évidemment, évidemment. Merci. Alors, autre point aussi en termes de bench, mais
En fait, lorsque vous ne le payez pas, en effet, sur la valeur locative, la taxe, la cotisation foncière des entreprises, vous êtes assujetti donc à une base minimum. Alors, cette base minimum, vous l'avez là à l'écran. En fait, c'est lié au chiffre d'affaires. Et donc, vous avez un seuil et vous avez un plafond maximal qui va être utilisé. Alors, ces données-là, c'est des données que j'ai recalculées. Et il me semblait, mais je vous écoute, Monsieur Chachabriand, mais il me semblait qu'en effet, là aussi, comme tout à l'heure, on avait vu qu'on avait un taux qui était très fort. Il me semblait que vous aviez fait le choix, au niveau de Toulouse Métropole, de prendre systématiquement le plafond maximum pour les petites entreprises qui, en effet, ne sont pas assujetties sur la valeur locative, mais qui sont sujettis par rapport à leur chiffre d'affaires. Et je vous rappelle que cette grille, qui est un article du Code général des impôts, prévoit donc les chiffres d'affaires qui va jusqu'à 10 000 euros et bien sûr, plus que 500 000 euros. Donc là, on est sur un calcul forfaitaire. Qu'en est-il ? Alors, nous avons en 2015 modifié la grille et elle est disponible en ligne sur le site de Toulouse Métropole dans l'onglet délibération. On a effectivement mis en œuvre un certain nombre de modifications qui visaient à essayer de réduire la charge de la cotisation minimale sur les entreprises dont le chiffre d'affaires était au-delà de 32 600 euros, qui était la tranche de l'époque, et jusqu'à 100 000, mais également sur la tranche de 100 000 à 250 000 et sur la tranche de 250 000 à 500 000. Et sur ces trois tranches que je viens de citer, qui correspondent au cœur des entreprises qui ont un peu de salariés, qui commencent à créer de l'emploi et qui sont plutôt des petites entreprises, les taux de cotisation minimale par rapport au plafond sont inférieurs. Par exemple, pour la troisième tranche, au lieu d'avoir un plafond à 2100, on était à 1630 en 2015. Les valeurs sont actualisées chaque année. À 3120 au lieu de 3500 sur la tranche 100, 250 000. À 4730 au lieu de 5000 sur la tranche de 250 à 500 000. D'accord. Un travail que nous avions fait d'ailleurs avec les chambres consulaires et les organisations patronales pour essayer de cibler l'effort que nous pouvions faire. Parce qu'il nous arrive de faire des efforts. Je rappelle, puisqu'on a dit tout à l'heure que Toulouse Métropole avait voté en juillet l'exonération de 2/3 pour les entreprises du secteur les plus impactées. Je rappelle également que nous avons adopté cette année l'exonération pour les jeunes entreprises innovantes, que nous avons adopté l'abattement forfaitaire sur la ville de Toulouse et la métropole de 15% sur le foncier bâti pour les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés, qui va être particulièrement intéressant. Et vous le savez, mais la taxe foncière est certes payée par le propriétaire, mais pour tous les locaux professionnels et commerciaux, elle est refacturée aux locataires. Et donc, ça va permettre de bénéficier d'une baisse de la taxe foncière qui, au passage, va s'appliquer sur la totalité de la taxe foncière, puisque désormais, le bloc communal va avoir le foncier départemental aussi. Et donc, ça va être vraiment un effort significatif. Et puis, je rappelle aussi que nous avons mis en place un fonds pour aider les entreprises qui sont à cotisation minimale pour, en 2020, essayer de rembourser une fraction qui fasse que les entreprises se retrouvent au total à la cotisation minimale et du seuil minimal. J'observe d'ailleurs que beaucoup d'entreprises n'ont pas sollicité cette aide et c'est dommageable. Mais je pense qu'en effet, mais de toute façon, on va se faire relayer au niveau du MEDEF 31 pour en effet relayer puisqu'en fait c'est compliqué aujourd'hui pour Toulouse Métropole d'apporter une aide, puisque les taux étaient votés, d'apporter une aide significative, juridiquement. Donc c'est en abondant un fonds qui s'appelle, alors j'ai plus le nom en tête du fonds. C'est local, là. Voilà, c'est le fonds local. Non, le fonds local, c'est un fonds qui est spécifique et qui est lié aux activités, notamment hôtellerie, restauration, etc., et qui est ciblé sur des dépenses particulières. Là, c'est un fonds adossé, financé par Toulouse Métropole, adossé au dispositif contractuel de la région pour des questions juridiques, c'est-à-dire que normalement, les aides économiques directes ne peuvent être versées que par l'État et la région. Nous n'avons pas le droit de le faire. Donc, on a adossé ça pour mettre en place une aide directe qui soit à proportion de la différence entre la cotisation payée par les entreprises, celles qui sont à cotisation minimale, et ce qu'elles paieraient si on avait le taux seuil du dispositif de la cotisation minimale, c'est-à-dire la cotisation minimale minimum. D'accord. Là, il y a une enveloppe de 18 millions d'euros. Alors, en tout, on a débloqué une enveloppe de plus de 22 millions d'euros avec l'exonération de 2/3 de la CFE qui, pour le coup, est pris en charge par moitié par l'État, et puis ce dispositif. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'on est probablement
à l'origine de cette décision d'exonération de 2 tiers de la CFE mise en œuvre par l'État sur les secteurs spécifiques. Parce que lorsque nous avons voulu mettre en œuvre notre fonds directement nous-mêmes pour être sûr de son efficacité et de sa rapidité de mise en œuvre, on a eu des discussions avec Bercy, qui nous a expliqué de manière assez constante que rien n'était possible et que tout était trop tard. Mais c'est notamment la pression que nous avons mise avec France Urbaine, avec d'autres collectivités, mais nous étions en pointe là-dessus, parce que quand on regarde le dispositif qui a été mis en œuvre à Toulouse Métropole, c'est les dispositifs les plus importants sur le plan des volumes financiers de la plupart des grandes collectivités. Nous avons pesé très fort sur Bercy. Et c'est probablement cette insistance, cette pression permanente que nous avons mis qui a amené l'État sur la CFE à autoriser cette adoption à une date plus tardive même que celle que nous demandions, ce qui prouvait que les choses pouvaient être faites. Merci. Concernant, donc, là, on a évoqué bien sûr donc, la participation des entreprises au budget, budget primitif 2020. Là, M. Sacha-Briand, on va vous laisser la parole. Sur le sur le budget réalisé, c'est-à-dire celui qui est en cours, là, 2020, comment ça se passe, contribution des entreprises, et puis également, est-ce qu'il y a des problèmes budgétaires? Et en seconde partie, nous détailler ce que sera le budget 2021 et la contribution des entreprises à ce budget. Alors, moi, j'ai 3 visions, si j'ose dire. La ville, la métropole, le syndicat des transports, qui sont 3 entités extrêmement importantes. Sur la ville, on a un budget 2020 qui est fortement impacté et dont on a eu l'occasion d'expliquer qu'on allait certainement se retrouver pas très loin d'une épargne zéro, alors que nous avions un niveau d'épargne qui était tout à fait satisfaisant. Du fait des dépenses supplémentaires et puis des pertes de recettes que nous avons décidées en matière d'exonération de droits de place, de terrasse, ce que nous pouvons faire, puisqu'effectivement, comme on vient de le rappeler, nous ne pouvons pas verser d'aide directe. Donc nous pouvons de temps en temps prendre des décisions d'exonération sur la TLPE, par exemple la taxe locale sur la publicité extérieure, sur certaines recettes que nous percevions pour aider les secteurs d'entreprise concernés, mais nous ne pouvons pas faire d'aide directe. Donc, nous avons fait des pertes de recettes sur 2021, des dépenses supplémentaires avec tous les dépenses de protection individuelle, les masques qui ont été distribués, les dépenses supplémentaires pour accueillir les enfants dans les écoles avec le protocole sanitaire, etc. etc. Donc, au total, sur le budget 2020 et sur la ville de Toulouse, on a un impact qui est de l'ordre de 20 à 25 millions, qui est tout à fait considérable. Sur Toulouse Métropole, on n'a pas vraiment d'impact sur l'exercice 2020. Pourquoi ? Parce que c'est notamment sur l'activité économique, sur la CVAE, qu'il va y avoir une perte importante, sur la CFE pour les entreprises qui sont à la méthode comptable. Et ça, c'est un effet décalé. Et donc, on va le retrouver en 2021 et en 2022. Les impôts, les recettes perçues par Toulouse Métropole cette année sont peu impactées par la crise. C'est un effet décalé. Là, sur 2021, sur Toulouse Métropole, on anticipe quand même une probable perte de recettes fiscales de l'ordre de 40 millions, ce qui est tout à fait considérable. Quand je rappelais, comme je l'ai fait tout à l'heure, que la fraction des dépenses non obligatoires que nous avons est extrêmement limitée. Donc, moi, je regarde les choses avec à la fois inquiétude et puis responsabilité et malgré tout optimisme. D'abord de l'inquiétude parce qu'effectivement, il faut boucler les budgets. Nous sommes soumis à l'équilibre. Et ça veut dire que si nous avons une épargne qui s'effondre de 40 millions, parce que nous avons des pertes de recettes, nous allons avoir une capacité d'investissement qui se réduit mécaniquement. Si nous n'avons plus d'épargne, et je rappelle que l'épargne, c'est un facteur de 1 à 3, c'est-à-dire 1 euro d'épargne permet de faire 3 euros d'investissement. 40 millions d'épargne en moins, c'est normalement 120 millions d'investissements perdus. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens de poursuivre cet effort d'investissement dès lors que cette perte est bien conjoncturelle. Si on perd 40 millions un an sur un mandat de 6 ans, sur une période de 10 ans, sur une prospective de 10 ans, ce n'est pas très grave. On peut arriver à y remédier. Si on perd 40 millions chaque année pendant 3 ans, on va se retrouver dans une situation qui va être compliquée. Ça, c'est sûr. Dans le même temps, il faut mesurer les besoins qui existent, les entreprises, les particuliers qui demandent des services complémentaires. Et ça justifie parfois de mettre en œuvre des dépenses complémentaires. Et je peux vous garantir que dans ce domaine-là, il n'y a pas que les élus et les agents des collectivités qui font preuve d'une imagination sans borne.
les contribuables, d'une façon générale, font preuve d'une imagination sans borne, et les demandes ou les questions que nous recevons pourraient amener à dépenser 10, 30, 40, 50 millions supplémentaires chaque année. C'est évidemment impossible de l'envisager. Donc sur Toulouse Métropole, l'objectif, c'est vraiment d'apprécier quel va être l'impact économique de la crise et la capacité de rebond de l'économie et de résilience de l'économie locale. Moi, je reste persuadé que le territoire de Toulouse, qui subit aujourd'hui plus que les autres métropoles, l'impact de la baisse de la CVAE, on a des projections de baisse du PIB de 16% au niveau national. Ouais. À Toulouse, on est plutôt à 19%. Parce qu'on a effectivement un tissu plus dynamique. Plus dynamique dans la phase d'expansion, plus impacté par la crise, j'espère plus dynamique dans la phase de relance que nous appuyons avec un programme de relance de plus de 95 millions qui a été lancé cet été. Pardon. Et dont l'objectif est précisément d'accompagner la relance en anticipant des investissements, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre parce que le confinement a impacté les bureaux d'études. Donc certains dossiers ne sont pas prêts. On sait qu'on est en France pour lancer des travaux avec des procédures administratives qui sont souvent complexes. Donc on essaye d'aller le plus vite possible, même si c'est compliqué. Mais en tout cas, cette volonté, elle y est. Et nous travaillons actuellement sur le programme pluriannuel d'investissement de Toulouse Métropole avec les élus de l'ensemble des communes membres pour, au mois de mars, pouvoir arbitrer le programme d'investissement. Et sur Tisséo, on en a eu l'occasion d'en parler. On vient d'attribuer le marché système pour plus de 700 millions d'euros. Et le travail se poursuit sur le projet de troisième ligne pour pouvoir lancer un projet qui sera extrêmement important et extrêmement favorable sur la dynamique locale. Parce que malgré tout, c'est des chantiers extrêmement importants en termes de manœuvre. Ça génère derrière de l'impact sur l'économie locale. C'est clair. Je voulais revenir sur le budget, et c'est vrai qu'une de vos principales dépenses budgétaires de fonctionnement, c'est la masse salariale. Est-ce que là, dans cet environnement incertain, alors même si pour l'instant vous n'êtes pas impacté pour 2020 sur les recettes, mais est-ce qu'il y a matière à un moment donné de calibrer, d'optimiser, je dirais, cette masse salariale, puisqu'elle évolue quand même avec la GVT, elle évolue de façon exponentielle, je dirais, année après année, et quand même, voilà, c'est quand même une question en qualité de chef d'entreprise, hein, on fait attention aux différentes lignes de charges, et les charges du personnel, bien sûr, c'est un investissement, mais il faut aussi les regarder. Je rappelle que nous avions signé le contrat avec l'État, tant au niveau de la ville que de la métropole, et que sur les 2 exercices concernés, 2020 ayant explosé tous les chiffres, sur les 2 exercices précédents, 2019 et 2018, nous avions respecté le taux d'encadrement fixé par l'État, dont tout le monde considérait qu'il était intenable, hein, c'est-à-dire 1,35 et 1,45 entre les 2 collectivités, masse salariale comprise. Donc des efforts sur la masse salariale, nous les avons toujours faits. L'optimisation, nous l'avons toujours essayé de la mettre en œuvre. Ce que vous évoquez, c'est tout autre chose. C'est de réduire drastiquement la masse salariale. Et dans ce cas, comme je le fais systématiquement à tous ceux qui évoquent légitimement cette question, je demande d'apporter des précisions pour me dire où il faut supprimer les activités qui génèrent de la masse salariale et quelle est la nature des prestations qui sont apportées aux entreprises, aux habitants, qu'il faut supprimer, parce qu'on ne réduit pas drastiquement la masse salariale sans supprimer des actions. Il y a aussi des gains de productivité à faire. C'est-à-dire ? Lorsqu'on reprend certains rapports de la Cour des comptes, on voit bien qu'il y aurait à optimiser pour pouvoir faire des gains de productivité à certains endroits. C'est-à-dire ? Est-ce qu'également, non mais je ne vais pas me mettre à votre place pour traiter ces sujets, si ce n'est qu'on peut quand même juste l'évoquer, nous, en le voyant en effet dans les charges qui pèsent sur le budget. Est-ce qu'il y a des possibilités de passerelle lorsqu'en effet on a moins besoin d'effectifs dans certains endroits pour les passer ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas contraint par des rigidités qui font qu'aujourd'hui il y a la mobilité qu'il pourrait y avoir au niveau du RH que vous n'avez pas?
Non, on a une politique de mobilité réelle. On n'hésite pas à former des gens pour les réaffecter sur d'autres missions. Le problème auquel on est confronté, c'est que nous sommes des collectivités, je dirais, de stock d'activités. On fait des choses, tous les ans, on en rajoute ou on nous en rajoute, mais tout ce qui est ancien demeure. Et on a assez peu de redéfinition des actions. C'est peut-être là-dessus qu'il y a objectivement des actions à mettre en œuvre. C'est pour ça que sur ce mandat, spécifiquement, a été identifiée une délégation à la modernisation de l'action publique qui m'a été d'ailleurs confiée, mais que j'anime avec aussi mon collègue Nicolas Misiac, pour essayer de développer la numérisation de la collectivité et de moderniser la collectivité, c'est-à-dire y compris vérifier que des actions qu'on a mises en œuvre depuis un certain nombre d'années dans un objectif ne peuvent pas aujourd'hui être atteintes pour le même objectif ou un objectif actualisé dans des conditions différentes. Et ça, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à faire, mais c'est quand même pas le grand soir. Il ne faut pas oublier que l'essentiel des effectifs sont sur des compétences obligatoires. Je pense à la ville. Les écoles, c'est une compétence obligatoire, c'est 3000 agents. 3000 agents. Nous avons, c'est vrai, il faut le rappeler, 34 000 élèves, 200 écoles. Ce sont des chiffres qui sont significatifs. Tout à fait. Et alors, concernant on a un peu de temps encore. Concernant le budget donc 2021, vous disiez que donc concernant la contribution des entreprises, est-ce que nous, alors significativement, est-ce qu'on va avoir notre contribution nous, est-ce qu'elle va être plus faible pour vous? Alors, votre budget. D'abord, Jean-Luc Moudin s'est engagé sur une stabilité de la pression fiscale globale. Oui. Par contre, nous, en 2021, on va perdre 40 millions sur la CVAE et la CFE. Alors, est-ce que c'est en 21 ou en 22? Est-ce que ça va être 30 en 21, 10 en 22? Ça dépend des arbitrages des entreprises aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur l'application du plafonnement et puis la possibilité de moduler à la baisse aussi l'acompte de CVAE, puisqu'il y a ça aussi que les entreprises peuvent faire, c'est anticiper l'ajustement de la CVAE sur l'exercice 2020. Et 21. Donc, nous, on va essayer d'assumer cette perte de recettes. Et l'objectif n'est évidemment pas de dire nous perdons 40 millions de produits, donc on augmente les impôts de 40 millions pour compenser. Ça, c'est pas imaginable. Notre objectif dans ce cadre-là, c'est d'essayer d'apprécier toutes les marges dont nous disposons pour pouvoir encaisser cette perte. Si c'est 1 an, on y arrivera. Si c'est 2 ans, ça va devenir compliqué. Si c'est 3 ans et qu'en plus, sur le syndicat des transports, on a un shoot pérenne sur le versement mobilité, ça va devenir très compliqué. Alors moi, les enjeux très compliqués, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à essayer de les relever, mais il va falloir que tout le monde s'y mette. Et ça, c'est une question de volonté que nous avons, je le crois, au niveau de la collectivité, des collectivités, d'essayer de poursuivre notre trajectoire. En forçant un peu les choses pour y parvenir. D'accord, merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, est-ce que nous avons des questions? Alors, apparemment, 2 questions. Alors, je vous avoue, je suis un peu loin de l'écran, je ne vois pas tout à fait. Annick, si tu peux juste citer la question. En général, à la collectivité, je ne vois pas. Je pense que en effet, c'est à la collectivité. Je crois que M. Bouillon a répondu. Et l'autre question, c'est en période d'économie, est-il nécessaire de refaire en permanence le fleurissement des ronds-points? Alors, nous avons une pépinière municipale pour avoir des fleurs et des plantes dans de bonnes conditions économiques. On peut aussi supprimer le papier, ce qui ne changera pas grand-chose sur la masse salariale. Et si les agents des espaces verts cessent de fleurir les ronds-points, ce qui est une question qui mérite d'être posée,
C'est pas pour ça que les agents du service des espaces verts vont disparaître, ils seront ailleurs à faire autre chose. J'observe d'ailleurs que sur la stratégie des ronds-points, on a beaucoup de travail pour adapter la nature des plantations et limiter l'entretien. On fait un travail considérable pour faire en sorte. Après, il y a un certain nombre de ronds-points qui sont extrêmement visibles, qui sont aussi des images, et le fait de fleurir participe aussi à la qualité de l'environnement. Alors, lorsqu'on met des arbustes, on les ancre effectivement avec des filets au sol, dans la terre, pour éviter les vols d'arrachage. Oui. D'autres questions? Non. Pas de questions supplémentaires. Donc, bon, ce que je vous propose, comme ça on sera dans le timing, c'est de conclure cette matinale. Encore merci Sacha Briand de votre présence, et puis ça nous permet vraiment d'avoir un éclairage au cœur de la gestion budgétaire, je dirais, de ces différentes entités. Je pense qu'on renouvellera l'expérience, parce que le but pour nous, aux chefs d'entreprise, c'est ne pas demander des baisses comme ça, parce qu'en effet on a envie. C'est aussi de comprendre, on a envie aussi que notre ville se développe. C'est vrai que l'enjeu de la fiscalité locale, des fois, elle n'est pas toujours comprise par les chefs d'entreprise, parce que bon, c'était plutôt des sujets qui sont des fois délégués aux experts comptables. Mais là, on touche à l'attractivité fiscale de notre territoire. C'est l'attractivité tout court, c'est-à-dire, est-ce que c'est là où moi, entrepreneur, j'ai envie de créer, de développer mes activités, de sédentariser de l'emploi, et également, est-ce que moi, qui viens m'investir, par exemple, sur le territoire français, j'ai envie de venir sur Toulouse, parce qu'en effet, je vais y retrouver tous les critères intéressants, et le critère fiscal en est un aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de se soucier de la fiscalité locale, et c'est important également d'avoir ces rendez-vous pour pouvoir en discuter et comprendre les enjeux pour les uns et pour les autres. Mesdames, je vous remercie également de votre présence. Ah, une question ? Alors, comment collaborer plus étroitement sur la politique fiscale de TLM, Toulouse Métropole, je pense. J'imagine que derrière cette question, il y a la question récurrente qui est celle de l'association du monde économique aux décisions des collectivités. C'est vrai qu'on est dans un système démocratique où les entreprises ne votent pas, ce sont les électeurs qui votent. Et de fait, les entreprises, comme certains corps sociaux, sont parfois un peu éloignés de la décision politique. ils ne sont pas élus. Voilà. Mais il y a plein de dispositifs qui existent, comme le Césaire, par exemple, comme le CODEV pour Toulouse Métropole, dans lequel il y a plein de gens qui s'impliquent, du monde associatif, du monde syndical. On peut penser que les entreprises, parfois, sont un peu absentes de ces dispositifs-là, et que leur voix est moins entendue que celle des syndicats ou des associations. Je dirais que si les entreprises veulent être entendues, il faut qu'elles s'expriment. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je n'entends pas souvent les entreprises s'exprimer sur les questions publiques. Et je pense qu'elles ont un rôle à jouer, comme les autres corps intermédiaires. Et oui, nous souhaitons être entendus et écoutés. Alors, les questions arrivent. C'est toujours. Alors, je suis désolé. Alors, malgré mes lunettes. Live, Sébastien. Ah non. Alors, Sébastien. Ah oui, Sébastien, on n'a pas le son pour l'instant. Vas-y. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Briand. Je voulais revenir sur un point qui concerne notamment l'aide aux secteurs les plus touchés par la crise actuelle, nos restaurateurs, hôteliers, traiteurs, etc. On a bien en tête les deux dispositifs qui existent aujourd'hui, la baisse des 2/3 de la CFE que vous avez voté. Mes premiers points, et ce n'est pas de votre fait effectivement, ça renvoie à une liste qui est prévue par un décret qui elle-même est assez limitative sur les entreprises qui sont concernées. Donc première question, est-ce que vous êtes prêt à porter avec nous une demande d'élargissement de cette liste visée par le décret, et d'ailleurs au-delà de la CFE 2020, de porter une demande au national
qui permettrait dans les textes à venir d'avoir un système équivalent pour la CFE 2021, le moment venu. Première question. Et deuxième question sur le fonds spécifique adossé effectivement pour aides directes qui repose sur des critères d'éligibilité à la CFE. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter la contribution de Toulouse Métropole? Et au-delà de cette question, est-ce que vous êtes prêt à élargir les conditions pour bénéficier de ces aides directes? J'entends par là notamment le fait qu'on est limité aux entreprises qui ne dépassent pas 500 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on ne vise finalement que les petites ou les petites entreprises, puisque ce sont celles qui sont à la base minimum et au forfait. Or, on connaît tous, dans nos activités actuellement, ça nous remonte beaucoup, des entreprises soit qui ne sont pas au forfait, soit qui dépassent les 500 000 euros et qui ne bénéficient pas de cette aide-là, d'une part, et qui par ailleurs ne sont pas forcément éligibles parce que pas dans la liste du décret prévu pour la baisse des 2/3. Bref, il y a des trous dans la raquette. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider sur ces sujets-là? Alors, moi, j'ai pas de difficulté à vous soutenir et à vous aider dans ces projets, à la condition que vous soyez prêts à assumer le fait que si demain on réduit des 2/3 la CFE, que comme c'est dans le dispositif actuellement, pour tout le monde, hein, comme c'est dans le dispositif actuellement, on assume grosso modo la moitié de la perte correspondant, c'est-à-dire un tiers. Sur 300 millions, ça fait 100 millions. Donc, on est en épargne négative. Donc, la Chambre régionale des comptes récupère notre budget et elle augmente les impôts. Puisque c'est la loi, c'est comme ça que ça marche. Sans compter qu'avec une épargne nulle, eh bien, on n'a plus aucune capacité d'investissement. Et donc, on arrête les projets d'infrastructure de déplacement, on arrête tous les travaux qui sont très attendus par le secteur des BTP. Ce que je veux dire, c'est que, et je l'ai évoqué tout à l'heure, l'État peut prendre des mesures, et c'est à l'État de le faire, des mesures de soutien à l'économie. Parce que le modèle économique de l'État fait qu'il n'est pas lié par une règle d'équilibre budgétaire qu'il nous impose, et qu'il a la capacité à en assurer le financement, même si ce sont des pertes de recettes de fonctionnement par la dette, dans la logique d'un retour à meilleure fortune qui serait tiré d'une reprise économique qui déclencherait des recettes économiques, notamment de consommation, etc. Nous avons, sur l'exercice 2020, honnêtement, nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire. Au bout de ce que nous pouvions faire. L'épargne de la ville est quasi nulle à la fin de l'exercice 2020. Sur Toulouse Métropole, nous avons non seulement pris un certain nombre de mesures sur 2020, mais sur 2021, nous allons avoir une perte qui représente plus de la moitié de l'épargne. Aller plus loin serait immédiatement un impact négatif sur la capacité d'investissement. Mais quand je dis négatif, ce n'est pas une baisse de 5% de la capacité d'investissement. C'est une baisse de 90% de la capacité d'investissement. Et lorsqu'on atteint un point comme ça, on met 5 ans, 10 ans à revenir là où on était. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues il n'y a pas très longtemps sur la capacité de la ville de Toulouse et Toulouse Métropole à agir. Le secteur, le PNB sur Toulouse Métropole, il est de combien? Le produit de production, le PNB local, il est de combien? Il y a combien d'emplois? Il y a combien d'emplois sur Toulouse Métropole? Alors, j'ai pas les chiffres. Non, j'ai pas les chiffres avec moi là. Admettons que vous ayez 120 ou 130 000 emplois, que vous en ayez 80 000. 80 000 emplois qui soient des emplois économiques, puisque vous avez tout ce qui est secteur public, etc. Oui. Vous avez une idée à peu près du chiffre d'affaires qu'il faut pour pouvoir financer 80 000 emplois privés. Grosso modo. Je ne sais pas combien ça peut faire, mais ça doit être quelque chose comme 8 milliards de chiffre d'affaires. Derrière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec notre budget? S'il s'agit de substituer du chiffre d'affaires qui a disparu, s'il s'agit de substituer à une situation où les entreprises ont besoin de travailler, de faire du chiffre d'affaires, de substituer une aide de 1 000 euros par mois, qui, pour 36 000 entités locales, représente la moitié de notre épargne, et donc la moitié de notre capacité d'investissement,
et qui, pour les entreprises en question, représente 1 000 €, ce qui, je le sais, pour un certain nombre d'entreprises, n'est pas qu'une goutte, mais ne réglera rien, si ce n'est de décaler le problème auquel elles sont confrontées de 10 jours. Donc, dans une situation comme celle que nous vivons, je crois qu'il faut qu'on ait la capacité à assumer nos responsabilités, à dire la vérité. Moi, je ne veux pas mentir en disant nous pouvons changer la situation des entreprises. Sur le tissu économique local, notre capacité d'intervention, elle est microscopique. Et si nous dévoyons 30-40 millions, ça n'aura strictement aucun effet sur les entreprises. Aucun. 30-40 millions, 30-40 millions, c'est 1 000 € à chacun des 36 000 assujettis à la cotisation foncière des entreprises. 1 000 € sur l'année. Est-ce que, si vous me dites que si nous faisons ça, nous sauvons toutes les entreprises, je vous promets de me battre pour le faire. Si vous êtes capable de me dire que ça aura un effet. Mais si non seulement ça n'a aucun effet sur la situation économique et qu'en plus, ça supprime notre capacité d'investissement pour les 3 prochaines années, je vous dis non, je ne suis pas d'accord. Je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise. En 2015, on avait 400 000 travailleurs, enfin travailleurs sur la population active, ouais. Et donc une grosse partie est liée au commerce, services et à peu près grosso modo 30% qui sont dans les administrations. Oui, 2015. Alors, j'étais donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et comme je vois qu'il est l'heure, je tiens bien sûr à vous remercier. Donc, tous les membres de la commission fiscale du MEDEF, vraiment merci du travail qui a été réalisé et de votre présentation et le fait physiquement d'être venu. Sacha Briand, encore merci. Vraiment, je crois que c'est important d'avoir ces échanges-là et de ne pas se juger comme ça de loin, mais de comprendre les enjeux. Et c'est sûr que nous continuerons, MEDEF de Haute-Garonne, à être vigilants sur les décisions qui seront prises sur les budgets. On va mesurer également avec nos chefs d'entreprise, masculins ou féminins, cette baisse des impôts de production, parce que c'est un enjeu important. Le MEDEF national, ça fait très longtemps qu'il œuvre dans ce sens-là. Ça commence à diminuer. Il y a aussi 10 milliards qui seront prévus normalement aussi pour l'année suivante, en 2022. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut accompagner le mouvement et il faut mesurer pour toutes les entreprises que ça se réalise bien sur le compte de résultat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée.